place des politiques plus sobres en carbone en optimisant leurs procédés par l'innovation et en optant pour les technologies propres et moins énergivores, moins consommatrices d'énergie. Cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'avère donc indispensable pour contribuer à la performance économique des entreprises, mais aussi à leur efficacité énergétique. On peut finalement dire que l'économie innovante est sans doute la clé de voûte du nouveau siècle de l'Afrique, une Afrique innovante et plus responsable. Pour comprendre cela, nous allons autour de cette table ronde essayer de répondre aux trois questions suivantes. Comment une entreprise africaine peut-elle initier une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Deuxième question, comment l'innovation peut-elle contribuer à l'amélioration de l'empreinte carbone d'une entreprise? Et troisième question, quelle politique pour inciter les entreprises à adopter des technologies moins énergivores? Pour en parler, je reçois autour de cette table trois intervenants. Donc, Madame Fleur Jacques, bonjour. Ah, le micro, excusez-moi. Bonjour. Ah. Vous êtes ingénieur de formation. Votre domaine d'expertise principal porte sur la gestion intégrée et la protection de la ressource en eau, la gestion des déchets ou encore sur les diagnostics et suivis environnementaux. Vous êtes expatrié en République du Congo et vous assurez un double rôle, celui d'ingénieur de projet en environnement, mais aussi celui de représentante locale de la société Antea Group, spécialisée en ingénierie et conseil en environnement. Vous participez actuellement à la réalisation d'une étude de bilan carbone pour la Saris Congo. Deuxième intervenant, donc, Monsieur Ibrahim Ali. Bonjour. Vous êtes également ingénieur de formation, mais à dominance procédé, qualité et environnement pour le secteur des industries agroalimentaires. Vous avez travaillé en tant que responsable qualité pour la société camerounaise des liquides alimentaires Sicalia en 2004 et également pour la Libya Oil Cameroun, ex-ExxonMobil en 2008. Et en 2012, vous avez rejoint le groupe Somedia pour sa filiale Saris Congo en tant que responsable qualité, sécurité et environnement. Depuis le 1er janvier 2016, vous êtes le directeur qualité, sécurité et environnement de la Saris Congo. Et puis j'ai Monsieur Brian Panzou. Bonjour. Vous êtes diplômé en master QHSE, qui veut dire qualité, environnement, qualité, qualité, hygiène. Voilà. Qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et expert référencé bilan carbone auprès de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous dirigez la société BP Conseil HSE, spécialisée en conseil et formation sur les bilans carbone et en management, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Depuis 2012, vous accompagnez le groupe L'Oréal à Paris sur les questions liées à la prévention et à la maîtrise des risques. Et aujourd'hui, vous accompagnez Antea Group sur cette étude bilan carbone pour la Saris Congo. Je rappelle également que vous êtes le fondateur et le président d'Ener Congo. Voilà, donc une question pour commencer, d'échauffement, pas de réchauffement climatique bien sûr, mais une question d'échauffement pour nous permettre de nous mettre un peu dans le bain. Alors, nous sommes à Pointe-Noire, à la 7e édition du Forum Green Business. Partant de cet effort qui s'ajoute à la dynamique internationale sur l'économie verte, pensez-vous que cette démarche a de grandes chances d'être réalisée sur le plan régional africain? Qui prend la main? Monsieur Panzou. Merci Peggy pour cette question. Merci également au public et merci à la Chambre de commerce de nous avoir donné cette occasion de présenter cette table ronde. Donc je pense que l'économie verte, ça fait déjà depuis 2010 que la Chambre de commerce a initié ce forum. Donc on sensibilise les populations, on sensibilise le secteur privé, également le secteur public. Pour moi, c'est devenu une réalité. On a vu hier les startups qui aujourd'hui font un certain nombre met en place un certain nombre d'initiatives à travers toute l'Afrique. Pour moi, l'économie verte est déjà enclenchée en Afrique. Et également, tout à l'heure, on vient d'avoir un plateau avec pas mal d'entreprises qui innovent dans les énergies renouvelables. Donc, c'est aussi des pratiques qui se font au niveau du Congo, au niveau du Cameroun, avec des exemples bien précis. Je pense que c'est une réalité. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre réglementaire. Je pense que les pouvoirs publics doivent accompagner cette économie verte. L'économie verte seule, sans l'action publique, pour moi,
elle ne va pas décoller. Donc il faut effectivement l'implication massive des autorités pour permettre à ce que l'économie verte soit une réalité dans la vie quotidienne des populations africaines. D'accord, merci. Est-ce que Flore, vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à cela? Non, mais effectivement, je rejoins ce qu'a dit Brian. On l'a vu au long de ces 3 jours, on a un réel potentiel aujourd'hui au niveau régional sud-africain pour atteindre cette démarche d'économie verte. On a un pôle d'innovation et de créativité intéressant au niveau local. Après, on le voit bien, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est l'implication de l'ensemble des maillons de la chaîne, de tous ces acteurs pour vraiment pouvoir faire aboutir tous ces projets, puisque nous, en tant qu'entreprise, on est sur l'aspect technique, l'innovation des projets, et derrière, si on veut que ça puisse aboutir, il est vraiment important d'avoir un appui institutionnel et financier pour la concrétisation de tous ces projets. Donc c'est vraiment important. D'accord, merci Flore. Monsieur Ibrahim Ali, représentant de la SARIS. Ok, merci Peggy pour cette introduction. En fait, je pense que pour l'Afrique, c'est tout à fait réalisable cette démarche, étant donné vu les enjeux climatiques et puis la rapide des énergies fossiles. En fait, il devient aujourd'hui très important pour l'Afrique et pour les entreprises de mener cette démarche pour arriver en fait, à une énergie renouvelable, exploitable par toutes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à vous entendre parler, il s'avère donc que l'innovation et la technologie sont devenues plus que jamais donc des vecteurs de la diversification de l'économie. Alors, dans ce cas, Monsieur Panzou, de quelle manière cette innovation peut-elle contribuer à la productivité et répondre à certains problèmes mondiaux et même pressants tels que les changements climatiques? On entre de plein pied là. Une question difficile quand même. Je pense qu'on a assisté sur ces deux jours, donc aujourd'hui le 3e jour, on a parlé énormément des transferts de technologies, de la mise au point, des énergies renouvelables, de la justice climatique, beaucoup de choses. Je pense que l'innovation et les technologies sont des véritables vecteurs pour accompagner cette économie verte. Je pense que renforcer l'innovation aujourd'hui, c'est un défi fondamental pour les sociétés qui sont en quête de prospérité, notamment les sociétés africaines, donc le Congo, le Gabon, toute l'Afrique. Et également, ça va aussi agir sur la résilience. Et également, ça va permettre aussi d'avoir plus de productivité, puisque les économies innovantes se différencient quand même des autres par ce critère de productivité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un impératif d'innovation pour contribuer effectivement à ce bien-être, à la croissance économique et également à agir sur les changements climatiques. Merci Brian. Dans le même cadre, nous allons nous tourner vers M. Ibrahim Ali, qui dirige l'entité QSE, Qualité, Sécurité, Environnement, d'un grand industriel africain. Monsieur Ibrahim, êtes-vous d'accord sur le fait qu'il y ait aujourd'hui un impératif d'innovation et d'évolution de technologies pour nos entreprises africaines afin de faire face aux enjeux du développement durable? Ok, effectivement, il y a un impératif dans le cadre d'innovation et de technologie pour nos entreprises en Afrique. S'il faut ramener cela au niveau de notre unité, en fait, il faut le dire en termes d'innovation relatif à notre agriculture et puis notre production. Nous avons initié à la SARIS, en termes de clôture de la canne, une forme d'irrigation. En fait, face au changement climatique, qui a impacté aussi sur notre productivité, on a été amenés à faire une culture irriguée. Donc, ça a été une grande innovation dans notre système de productivité. Alors, un point important sur notre innovation aussi, c'est en termes de valorisation de nos rejets. Donc, sur le plan des effluents globalement, nous allons mettre en place un traitement de nos effluents qui, en fait, va
amener à ce que nos effluents soient rejetés dans l'environnement, sans avoir un impact négatif. Et aussi, ces rejets qui sont de l'eau pourront être recyclés et réutilisés dans notre process. Soit peut être rejeté dans l'environnement propre, soit être recyclé en fait pour notre projet d'irrigation. Oui, vous avez en même temps derrière les slides qui défilent, Monsieur Ali. Donc, voilà. Alors, s'il faut qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire, donc il importe de redimensionner donc, la conception de nos machines industrielles et de revoir les différents process dans le but d'optimiser les consommations énergétiques. C'est bien ça, monsieur Ali? Effectivement, ça. Voilà, et donc c'est là toute une politique qui devrait s'appuyer sur tous les maillons de la chaîne. Alors, dans la mesure où nous parlons d'environnement et donc d'impact direct de nos activités sur l'environnement, notamment dans la manière de réduire l'empreinte carbone sur la planète, je voudrais savoir, Flore, vous qui travaillez dans le domaine de l'environnement, quels sont les exemples pratiques innovants qui se traduiraient en démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Oui. Déjà, pour revenir, c'est vrai qu'au niveau de notre société, l'innovation, c'est vraiment au cœur de nos démarches sur les projets. On a même une direction de l'innovation et du développement qui œuvre là-dessus pour développer un petit peu des projets, notamment sur la mutualisation des énergies. Donc, en exemple qu'on a comme projet en France, par exemple, à Grenoble, qui est une ville côté des Alpes, il y a un gros projet d'aménagement d'un campus en éco-cité de 250 hectares. Et donc Antea appuie la municipalité sur ce projet-là, notamment sur l'intégration géothermique pour atteindre un équilibre énergétique au niveau de ce campus. Et pour ça, on a développé une technique assez nouvelle, géothermique, qui puise directement dans la nappe sous le quartier et qui va, avec tout un dispositif de pompe à chaleur, permettre l'alimentation énergétique au niveau local de la zone avant rejet directement en rivière de cette eau qui finalement, après toute circulation, redevient une température égale à la rivière et donc avec quasiment aucun impact, si ce n'est aucun, sur ce rejet. On a un autre projet aussi à Marseille sur le Smart Say qui s'appelle d'éco-quartier aussi. Là, on travaille avec l'eau de mer directement pour mettre en place une boucle d'eau tempérée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une circulation eau chaude, eau froide directement régulée avec ce puisage au niveau de la mer. Et pour donner un exemple, par exemple, en été, on a toute une utilisation des énergies pour les bureaux qui produisent de l'énergie. On va récupérer cette eau chaude qu'on va pouvoir utiliser derrière dans les eaux sanitaires pour le chauffage au niveau des logements. Donc il y a vraiment une utilisation des énergies. Voilà ce que je peux donner comme exemple. D'accord, merci Flore. D'accord. Alors on parle bilan carbone, empreinte carbone, finance carbone, mécanisme de Kyoto, bref, donc des termes qui reviennent souvent depuis le début de ce forum Run Business. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de poser des questions pour en savoir encore un peu plus pour nos experts. Et puisque l'on parle de bilan carbone, Monsieur Ponzou, nous allons revenir à vous. Dans vos rapports sur la question, vous écrivez ceci, donc je cite, « À partir de la méthode de bilan carbone, l'entreprise peut prendre conscience de l'empreinte carbone de son activité et peut engager des actions pour remédier à ces signaux faibles, donc des indices. » Alors, Monsieur Brian Ponzou, pouvez-vous nous dire en quoi consiste donc cette méthode de bilan carbone? Alors, la méthode de bilan carbone, d'abord le bilan carbone c'est un outil de travail donc, qui permet pour une entreprise, pour une structure, pour une entité de pouvoir avoir une photographie des émissions de gaz à effet de serre de son activité. Je vais faire une petite présentation. Alors, juste avant de parler de bilan carbone, une petite question. Ce matin, quand je préparais cette présentation, je me suis dit, je vais peut-être poser la question à la salle pour savoir le droit que tous on a pour arrêter d'enrichir l'atmosphère de CO2. Alors, si vous faites un aller-retour Paris-New York, aujourd'hui, si vous faites ça, votre droit maximum d'émissions, vous épuisez votre droit maximum d'émissions dans le contexte actuel des choses.
Et c'est de la même façon également si vous construisez un logement de 4 mètres carrés. Donc là également, vous épuisez vos droits. Et donc si vous brûlez également 7200 kWh de gaz naturel pour quelques mois de chauffe, là également vous êtes... mécanisme de flexibilité avec les MDP et les MOC, et également les systèmes d'échange de quotas qui existent. Donc tous ces mécanismes sont des réponses, des moyens pour les entreprises, pour les États, de pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On va voir au niveau de la France, par exemple, la France a eu cette volonté de réglementer au niveau, donc d'inscrire au niveau de l'Assemblée une loi qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, donc la loi Grenelle 2 sur le chapitre dans le titre 3, donc les articles qui concernent donc les articles 67 à 93. On parle effectivement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les entreprises françaises de plus de 500 salariés sont obligées de fournir un bilan GS, donc un bilan gaz à effet de serre. Donc il y a une obligation, il y a vraiment un cadre qui est là, un cadre réglementaire. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Donc je pense que le Congo ou d'autres pays vont emboîter le pas pour mettre un cadre qui va obliger les entreprises, donc le secteur privé, et pourquoi pas d'autres secteurs, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Justement, on parlait du Congo, où on parle du carbone au Congo. On sait que le Congo a aussi mis en place un certain nombre de choses, notamment ce qu'on appelle le plan national d'action pour l'environnement, qui parle de ces questions de carbone, de vulnérabilité aux énergies fossiles également. Et récemment, avec la COP21, il y a eu des contributions prévues déterminées pour tous les pays. Le Congo a fait ce travail qui est aussi intéressant, notamment avec des engagements précis qui se dessinent sur 2 scénarios, ce que vous observez là sur la courbe. Vous avez un scénario tendanciel, c'est-à-dire qu'avec une consommation, avec une évolution des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de tonnes équivalent carbone. Et si on ne fait rien, vous voyez, jusqu'en 2035, on arrive à 35 millions de tonnes équivalent de CO2, donc c'est énorme. C'est pour ça que dans la formulation du Congo, dans ce que le Congo a demandé aux Nations Unies, c'est en fait qu'il y ait du financement pour faire en sorte qu'on ait une politique bas carbone, et vous avez donc une réduction de moins de 54% pour arriver en 2035 avec à peu près 16 millions de tonnes équivalent carbone. Alors quand on dit ça, on va se poser une seule question: à quoi sert un bilan carbone si on sait qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais à quoi sert un bilan carbone? Alors je vous disais tout à l'heure qu'un bilan carbone, donc c'est effectivement une méthode qui va permettre de faire une estimation des émissions de gaz à effet de serre, donc pour une réponse pour la lutte contre les changements climatiques. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez un deuxième point, on va évaluer l'importance de la dépendance aux énergies fossiles, qui est très important aussi. Ça nous permet d'anticiper sur les impacts liés à l'économie, sur le social, aux énergies, toujours face aux énergies fossiles. Et donc c'est une méthode qui va permettre effectivement de prendre des décisions et d'agir pour lutter contre cette politique de consommation énergétique qui est importante pour certaines structures. Également, c'est de déterminer pas forcément un responsable d'émissions. On ne va pas chercher à savoir qui est responsable des émissions, c'est plutôt chercher à identifier un responsable qui est capable d'engager des actions pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ça, voilà ce que représente le bilan carbone. Vous avez ici une cartographie des flux. Donc on inclut tous les flux qui sont liés à l'activité d'une entreprise, notamment on va voir les fournisseurs, ce que font les fournisseurs. On va également du côté des clients voir ce que les clients font. Et on va voir les flux qui sont internes dans une société, par exemple les transports, tout ce qui est flux, le fret entrant, le fret sortant. On va également voir les déchets, tout ce qui est en fin de vie. Donc tous ces postes-là vont être analysés pour derrière engager des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, puisqu'on parle des gaz à effet de serre, il y en a beaucoup, notamment il y en a des gaz qui sortent du protocole de Kyoto, notamment vous avez le CO2 et tout ce qui est CH4, donc le méthane, le protoxyde d'azote et HFC et PFC.
Donc vous avez ces gaz-là, là vous avez les contributions au niveau de l'atmosphère. Aujourd'hui, donc, c'est estimé, vous voyez, hein, les émissions anthropiques sont estimées de 6 à 8 milliards de tonnes équivalent de carbone par an et sont responsables de 55% de l'effet de serre. Voilà, donc c'est tous ces gaz-là qui sont pris en compte dans un bilan carbone. D'accord. Alors, on parle de CO2, on parle d'autres gaz, le méthane et autres. Alors, je vais vous donner une petite notion qui est assez importante. Pourquoi on parle d'équivalent CO2? C'est simplement parce qu'il faut une seule unité pour mesurer les gaz à effet de serre. Parce que, voilà, il faut une seule unité. C'est pour ça qu'on parle d'équivalent de CO2, ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global. Donc c'est le PRG. Le PRG, vous voyez, du CO2 est égal à 1. Donc par souci de cohérence, hein, des résultats et par convention, on considère le PRG à 100 ans, hein, ce que vous voyez. Donc le PRG de CO2 donc, est égal à 1, celui du CH4 c'est à 25. Donc on part de ça. Donc voilà, on considère le PRG à 1 pour le CO2 et le PRG du méthane à 25 pour effectivement comparer tous les gaz par rapport au CO2. C'est pour ça qu'on parle de tonnes équivalentes de CO2. Ensuite, donc, quand on fait un bilan carbone, on a un autre souci, c'est les facteurs d'émission. Parce qu'on ne va pas aller dans l'atmosphère pour mesurer la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, ce que ça, par exemple, une activité génère des émissions. On ne va pas aller dans l'atmosphère pour mesurer ce que ça représente. Donc on va estimer ces émissions-là et ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Donc à chaque produit ou à chaque activité, on va déterminer un facteur d'émission. Donc les facteurs d'émission, c'est simple. On voit un exemple ici. Vous avez un litre d'essence. Pour savoir les facteurs d'émission de CO2, donc de ce litre d'essence, vous avez là-bas effectivement ce facteur qui correspond à 0,0037. Ce sont en fait des personnes fois kilomètre. Donc c'est un calcul qui est fait comme ça. Donc c'est ce facteur qu'on va venir multiplier avec le nombre de litres qui sont consommés. Et on trouve le nombre total d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est ce calcul-là qui est appliqué à chaque fois, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on estime ces émissions de gaz à effet de serre. Alors comment faire un bilan carbone? C'est la question que vous me posez. Allez-y s'il vous plaît. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a 8 étapes pour réaliser un bilan carbone. Notamment la première étape, il faudrait que le projet soit porté par l'entreprise, donc le maître d'ouvrage qui engage cette démarche. Il faudrait que l'entreprise puisse faire une sensibilisation interne sur l'effet de serre, également définir un champ d'action, ensuite engager, traiter les données et engager des actions derrière, des actions de réduction des gaz à effet de serre. Alors rapidement, donc on a un tableur, effectivement, on va calculer tout ça, ce que vous voyez. On rentre toutes ces données qui sont collectées dans ce tableur-là pour arriver effectivement à ce genre de graphique. En fait, ici, vous avez des préconisations pour la société, un exemple pour la société Fermat. Vous avez des objectifs de réduction et vous avez aussi une valeur résiduelle. Là, par exemple, là, c'est une préconisation qui va permettre d'économiser 22% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, vous avez là un poste important sur les intrants, donc les produits et les matières premières qui vont rentrer dans le processus de fabrication. Voilà. Et vous avez également l'énergie, qui est aussi un poste important sur la consommation énergétique. Voilà. C'est bon. Merci, je vois Christian qui me fait signe. Mais je rappelle que nous sommes à peine à 18 minutes, donc nous sommes dans les temps, hein, normalement. Christian, nous sommes dans les temps. Hein. Nous sommes à 18 minutes, là. J'ai un chronomètre. Oui, rapidement. Et donc, je vais partir avec M. Ibrahim directement, puisque vous êtes là pour la SARIS. Qu'est-ce qui fait que la SARIS, après tant d'années d'existence, décide donc de se mettre dans une démarche de réduction de gaz à effet de serre? Ça coûte beaucoup d'argent, donc pourquoi ça aujourd'hui? Ok, voilà. En fait, pourquoi ça aujourd'hui? C'est au regard de... Voilà, il y a une présentation en même temps, hein, s'il vous plaît. Ces enjeux de changement climatique. Et puis, nous avons pris conscience aussi de l'impact de nos activités sur l'environnement. Et nous voulons aussi, à travers cette étude, essayer de se démarquer de nos concurrents et puis
améliorer notre image sur ce point. D'accord. Vous deviez nous présenter la Saris quand même, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la Saris. Oui, en termes de la Saris, vous le savez, c'est un géant agroalimentaire de la place. C'est une longue histoire depuis les années 56 que ça existe sous autre forme, qui a évolué en 56, ça a été sous le nom de Sian, Société agricole de Niari. Et puis en 65, c'est créé en fait la Société Niari. Donc il y avait deux entités qui étaient en fonctionnement. En 70, il y a ce qu'on appelle les deux entreprises se sont fusionnées et pour qu'on appelle la SIA Congo. Et ça, c'était sur la nationalisation qui était en cours. Et en 78, cette entité SIA Congo se sont éclatées en trois entités pour la sucrerie du Congo et puis la MAP qui est une minoterie et l'huilerie d'Écaille. Donc à la suite, en 91, Saris naît en fait des cendres de la SUCO, que depuis un temps nous travaillons. La Saris Congo en fait appartient au groupe Somdia. Le groupe Somdia, c'est un groupe français qu'on appelle la Société des organisations de management des industries agroalimentaires, qui a plusieurs filiales en Afrique et ailleurs. Donc au Congo, ils sont en action de 66%. D'accord, n'hésitez pas à leur dire de faire passer les slides, Okay. monsieur Abdoulaye. Ok, en termes de nos activités, principalement, nous faisons la culture de la canne, sous deux formes actuellement. Sous le volet, la canne fluviale, on dépend de la saison de pluie. Et comme je disais un peu avant, il y a des changements qui impactent notre productivité. Ça nous a interpellés donc, en fait, à faire de la canne irriguée pour compenser en fait, notre déficit. Et ça garde un peu notre cap constant. En termes de produits, nous produisons du sucre blond et du sucre raffiné, autant pour les ménages et pour les industriels en local. Et ce sucre, en moyenne, nous produisons 110 000 tonnes annuellement et commercialisé en majorité au niveau du Congo. Nous exportons environ 10%. Alors, vous voyez un peu nos produits. Voilà, donc là, ce sont les produits que la Saris a. C'est bien ça. OK. Bon, vous avez nos produits en fait détaillés sous le format de sachets 50 kg. Il y a des 5 kg et puis 1 kg qu'on appelle le sucre pour les industriels, c'est le raffiné Tip Top, le sucre blanc de plantation et puis vous avez aussi le sucre blanc de plantation. Et sous le format grand public, vous avez donc le sucre cristal et le sucre blanc. Et sous peu, vous allez avoir sur le marché congolais d'ici la fin de l'année, un peu précisément, un format de sucre 1 kg en poudre, qui est aussi apprécié. Alors, en termes de nos projets, globalement, vu la compétitivité, nous avons amélioré, augmenté notre production de 70 000 tonnes à 100 000 tonnes d'ici 2018. Et parallèlement aussi, nous sommes dans un essai très intense sur le maïs, en vue de produire des graisses de maïs pour les brasseries. Voilà. OK. Je voulais quand même revenir sur un point qui revient annuellement dans notre activité sur cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Saris a initié chaque année, lors de la journée de l'arbre au Congo, de mobiliser tout le personnel à planter des arbres. Et à l'exemple de l'année dernière, nous avons fait en un jour 5 hectares. Et ça a commencé un peu avant, mais à travers ça, on a sensibilisé tout le personnel à cette problématique. Donc, vu aussi notre prise de conscience à prendre en compte l'impact de notre activité sur l'environnement, nous allons effectivement un projet pour retraiter tous les déchets liquides qui sortent de l'usine, afin que ça soit bien recyclé. Et aussi, ça se fait sur